La mort de Tupac a dominé l'actualité pendant des semaines après l'arrestation de l'un des hommes directement impliqués. Bien que cela ait pris 27 longues années, les fans de hip-hop sont heureux que cela soit enfin arrivé. Dwayne Davis, plus connu sous le nom de Keffe D, a eu beaucoup à dire sur la mort de Tupac, en particulier sur l'implication de P. Diddy. Aujourd'hui, alors qu'on le soupçonne d'avoir commandité le meurtre de Tupac, Diddy s'est enfin ouvert sur la mort de Tupac. P. Diddy réagit. L'arrestation de Keffe D a suscité beaucoup d'émotions contradictoires. D'un côté, les gens étaient soulagés que Tupac et sa famille obtiennent enfin justice. D'un autre côté, d'autres personnes étaient furieuses parce qu'il avait fallu près de 3 décennies pour que l'arrestation ait lieu. Cependant, les flics avaient une explication parfaite à cela. Keffe D a décidé de participer à plusieurs podcasts et interviews pour raconter au monde ce qui s'est réellement passé le jour de la mort de Tupac. L'une des choses qu'il a mentionnées à plusieurs reprises est le rôle de Diddy dans la mort de Tupac. Et selon Keffe D, il n'aurait jamais été impliqué dans la mort de Tupac s'il n'avait pas rencontré P. Diddy. Alors pourquoi Keffe D fait-il un tel commentaire? Diddy était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mort de Tupac? Diddy a-t-il déjà parlé de la mort de Tupac? Pour répondre à la dernière question, Diddy a déjà fait part de ses réflexions sur la mort de Tupac. Selon le directeur de Bad Boy Records, la mort tragique de Tupac lui a fait prendre conscience des dures réalités du hip-hop et des dangers qui guettent l'industrie. Toutefois, selon lui, cela a donné à chacun la motivation nécessaire pour promouvoir la paix au sein de l'industrie. Il a même décrit la mort de Tupac comme la chose la plus insensée qui se soit jamais produite dans la culture hip-hop. P. Diddy a même révélé les sentiments de Biggie Smalls à l'égard de la mort de Tupac. Il est important de savoir que Biggie a été fortement impliqué dans la mort de Tupac et, comme nous le verrons, a conduit à sa mort tragique quelques mois plus tard. Les deux rappeurs étaient des rivaux notoires, mais malgré cela, Biggie avait des remords à propos de la mort de Tupac. Une enquête de 3 ans sur la mort de Tupac, qui s'est terminée en 2009, a intensifié les rumeurs selon lesquelles Diddy aurait joué un rôle dans la mort de Tupac. Il s'avère que Keffe l'a vendu aux autorités fédérales. Keffe D a avoué que Diddy avait non seulement caressé l'idée de faire tuer Suge Knight et Tupac, mais qu'il avait aussi donné $1 million en récompense pour la mort de Tupac. Les cassettes des aveux de Keffe D sont tombées entre les mains du public, tandis qu'un livre était écrit, détaillant ce que l'ex-gangster avait avoué aux flics. Et les choses ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices pour Diddy. Selon lui, il a été blessé par les allégations selon lesquelles il avait quelque chose à voir avec la mort de Tupac. La rumeur en question remonte à l'ancien flic Greg Kading, qui a publié le livre Murder Rap, dans lequel les aveux de Keffe D sont décrits en détail. Greg Kading est un auteur et un ancien inspecteur de la police de Los Angeles. Il est surtout connu pour avoir travaillé au sein d'un groupe de travail composé de plusieurs forces de l'ordre qui a enquêté sur les meurtres de Tupac et de Biggie Smalls. Lorsque le livre et ses horribles détails ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre, Diddy a réagi en déclarant « Cette histoire est une pure fiction et est complètement ridicule ». Ce n'est pas la seule fois que Diddy a répondu à des questions concernant le livre accablant et le documentaire qui en a été tiré. Lors de l'émission Breakfast Club, il a rapidement rejeté l'allégation en la qualifiant d'absurde. Alors, qu'est-ce que Keffe D a dit exactement aux autorités fédérales sur l'implication de Diddy dans le meurtre de Tupac? Ces informations sont-elles crédibles? Selon Keffe D, Diddy avait une peur bleue de Suge Knight. L'un des moments les plus tristement célèbres qui a amené Diddy non seulement à avoir peur de Knight, mais aussi à lui vouer une haine profonde, c'est lorsque les deux ont eu une altercation physique dans un club. Suge ayant un énorme avantage physique sur Diddy, vous savez déjà que c'est Diddy qui en a fait les frais. Le 24 septembre 1995, Knight aurait giflé Diddy lors d'une fête pour l'anniversaire de Jermaine Dupri à Atlanta, dans la boîte de nuit Platinum House. Profondément embarrassé par l'incident et sachant qu'il ne pouvait pas battre son ennemi, Diddy se serait tourné vers l'homme qu'il connaissait et qui n'avait pas peur du patron de Death Row. Il s'agit de Keffe D, qui est l'un des tireurs des Southside Crips. Avec Keffe D dans son équipe, Diddy a dû se sentir inarrêtable et il a commencé à envisager ouvertement de se débarrasser de ses ennemis. D'après Keffe D, Diddy et lui ont discuté de la possibilité de frapper les ennemis du patron de Bad Boy Records, une fois lors d'un concert à Anaheim et 2 fois au Greenblatt's Deli sur le Sunset Strip. Il m'a emmené en bas et m'a dit « Mec, je veux me débarrasser de ces mecs, mec. » Je lui ai répondu « On va leur botter le cul rapidement, mec, c'est rien. » A révélé Keffe D aux autorités fédérales. Il a même révélé que Suge était le seul à figurer sur la liste des victimes. Cependant, le nom de Tupac s'est rapidement retrouvé sur la liste des personnes à abattre après qu'il a fait un morceau dissident qui se moquait publiquement et brutalement de Diddy et de sa maison de disques. Quand Combs posait des questions sur Shakur et Knight, il disait toujours les deux.
peut-on entendre un détective demander à Keffi D pendant l'interrogatoire. Il a ajouté le garçon Shakur après avoir enregistré un disque, a répondu l'ex-gangster. Avant cela, il n'y avait que Suge, et après la sortie de Hit 'Em Up, a demandé l'inspecteur Ed Keffi D de répondre « Ouais, ça a énervé Combs ». Le plus ironique, c'est que Keffi D dit qu'il n'a jamais reçu l'argent que Diddy lui aurait offert pour le coup. Selon l'ex-gangster, il avait demandé $1 million lors d'une réunion avant la mort de Tupac. « Nous voulions 1 million », a-t-il déclaré aux inspecteurs. Selon Keffi D, Diddy aurait donné la moitié de la récompense à un homme qui ne l'aurait jamais remise à son propriétaire légitime. C'est peut-être cette erreur fatale qui a conduit Keffi D à passer aux aveux. Il est fort probable que le fait d'avoir été spolié de l'argent l'ait rendu amer à l'égard de Diddy. En outre, Diddy n'a jamais parlé à Keffi D depuis le jour de la mort de Tupac, peut-être dans le but de régler les derniers détails. Mais il s'avère que d'autres raisons ont pu pousser Keffi D à vendre la mèche. La première est qu'il pensait bénéficier d'une immunité à la suite d'un accord passé avec les autorités fédérales en 2008. Il s'avère qu'il a été pris dans un réseau de drogue et que les autorités fédérales lui ont offert sa liberté en échange d'informations sur la mort de Tupac. Comme toutes les personnes impliquées étaient mortes depuis longtemps, y compris le tireur, Keffi D n'a pas eu beaucoup d'opposition. Il a donc décidé de donner aux fédéraux la vérité non filtrée sur ce qui s'est passé pendant 3 heures d'affilée. Cependant, il s'est trompé sur les termes de son accord avec les autorités fédérales. Selon Greg Kading, qui a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord avec Keffi D, l'accord entre Keffi D et les autorités fédérales n'est pas du tout le même. L'accord stipule simplement que lorsque vous vous asseyez et que vous nous parlez, nous n'utiliserons pas contre vous ce que vous direz qui pourrait vous incriminer. Mais lorsqu'il quitte cette pièce, cet accord ne s'applique pas à tout le reste de sa vie, comme il l'a cru à tort, et il a donc commencé à sortir et à se vanter de son implication dans le meurtre. Rien de tout cela n'est protégé par l'accord. En fait, il s'est mis à parler de lui-même et s'est retrouvé en prison. Greg Kading a déclaré dans une interview « Outre le fait qu'il pensait bénéficier d'une immunité en raison de son accord avec les autorités fédérales, Keffi D a également décidé de dire la vérité parce qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'il pensait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Eh bien, le karma avait d'autres projets pour lui. La question que se posent la plupart des gens est de savoir si Diddy sera poursuivi après les aveux de Keffi D. Greg Kading pense qu'il est très peu probable que Diddy soit inculpé. Tout d'abord, Diddy est un multimillionnaire qui a les moyens de payer les meilleurs avocats et d'éviter les ennuis. Deuxièmement, la crédibilité de Keffi D pourrait ne pas tenir devant un tribunal puisqu'il a été condamné pour trafic de drogue et s'est même parjuré dans le passé. Si Diddy n'est pas inculpé, est-il possible que Keffi D soit finalement condamné à une peine de prison, étant donné qu'il s'est dénoncé lui-même à de nombreuses reprises? Il se peut que cette éventualité soit remise en question pour diverses raisons. Selon Greg Kading, le problème est que si vous deviez le poursuivre en justice, il est le seul co-conspirateur vivant. Le seul témoin contre lui est lui-même. C'est un ex-détenu, condamné pour trafic de drogue et membre avoué d'un gang. Sa crédibilité sera immédiatement mise en doute et le jury ou le juge devra décider. Puis-je croire ce que ce type a à dire? L'accusation devient difficile à instruire parce que beaucoup de temps s'est écoulé. Beaucoup de témoins clés sont morts et je ne pense pas qu'un procureur veuille le faire comparaître devant un tribunal alors qu'il n'y a pas d'autres personnes pour corroborer ce qu'il dit de manière significative. Seul l'avenir nous dira si quelqu'un sera condamné à une peine de prison pour la mort tragique de Tupac en 1996. Bad Boy contre Death Row. Pour comprendre pourquoi P. Diddy a été fortement lié à la mort de Tupac, il est important d'examiner d'abord son entrée dans le monde de la musique, le célèbre label qu'il a fondé et la rivalité qui l'opposait à Suge Knight et à Tupac. Sean John Combs, alias P. Diddy, est né dans le quartier de Harlem à New York le 4 novembre 1969. Le jeune Diddy est élevé à Mount Vernon, dans l'État de New York, par sa mère Janice Combs, qui était mannequin et assistante pédagogique, et par son père, Melvin Earl Combs, qui servait dans l'armée de l'air américaine. La tragédie a frappé Diddy alors qu'il n'avait que 2 ans, lorsque son père a été tué par balle alors qu'il était assis dans sa voiture à Central Park West. Malgré cette tragédie, Diddy a étudié le commerce à l'université Howard, bien qu'il ait abandonné ses études en 2e année. Il se lance dans l'industrie musicale et en 1990, il devient stagiaire chez Uptown Records à New York. Il travaille alors dans la division artistes et répertoire, qui est chargée de repérer et de superviser le développement artistique des artistes et participe à la création d'artistes tels que Mary J. Blige. Chez Uptown Records, il a découvert Biggie Smalls après que le rappeur eut lancé sa première démo Microphone Murderer. Après avoir entendu la bande démo, P. Diddy a organisé une rencontre avec Biggie, qui a fini par signer chez Uptown Records en 1992. Cependant,
Le rappeur subit un revers majeur lorsqu'il est renvoyé d'Uptown Records en 1993. Ce revers est de courte durée puisque, une semaine plus tard, il lance Bad Boy Records, qui devient bientôt la nouvelle maison de Biggie. Avec Bad Boy Records et le soutien de Diddy, Biggie Smalls sort son premier album, Ready to Die, en 1994. L'album connaît un succès immédiat, avec des tubes tels que Juicy et Big Poppa. La voix distincte de Biggie Smalls, combinée à sa façon de raconter des histoires, trouve un écho auprès du public et le propulse au rang de star. L'album met en valeur son flow unique et ses prouesses lyriques, ce qui lui vaut d'être reconnu par l'industrie. Il est important de souligner qu'à cette époque, Diddy n'avait rien contre Tupac et Suge Knight. En fait, Diddy a révélé que Knight avait l'habitude de venir le chercher à l'aéroport. Cependant, les choses ont commencé à se gâter à cause de la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest en matière de hip-hop. Pour comprendre les racines de ce conflit, il faut remonter au début du hip-hop. Les débuts du hip-hop sont largement attribués à la côte Est et plus précisément à la ville de New York. Les rappeurs de la côte Est, connus pour leurs paroles grinçantes et leur rythme boom-bap, ont souvent projeté un air de supériorité sur les autres cultures hip-hop régionales. À l'inverse, la côte Ouest avait le sentiment d'être ignorée et sous-estimée. À la fin des années 1980, la scène hip-hop de la côte Ouest est florissante, menée par des groupes comme Niggas with Attitude, NWA, de Compton, en Californie. Leur style brut et sans complaisance était très apprécié du public et leur a permis de s'imposer comme une présence formidable dans l'industrie. Ce nouveau succès intensifie la rivalité entre les deux côtes, les artistes de la côte Ouest cherchant à contester la domination perçue de la côte Estimate. En 1991, le rappeur du Bronx Tim Dog sort l'album Penicillin on Wax, qui contient des sketches se moquant des artistes de la côte Ouest, en particulier de NWA, y compris Dr. L'un des titres, Fuck Compton, vise directement la scène hip-hop de la côte Ouest. Bien qu'il ne soit pas directement lié à la querelle entre Bad Boy et Death Row, ce morceau dissident a ouvert la voie à ce qui allait suivre. La même année, Suge Knight, originaire de Compton et membre d'un gang des Bloods, a cofondé Death Row Records à Los Angeles. Aux côtés de Dr. Dre, Knight cherche à faire de Death Row une force dominante du hip-hop de la côte Ouest. Knight fait partie de ceux qui, au sein de la communauté hip-hop de la côte Ouest, sont irrités par la condescendance dont ils sont l'objet de la part de la côte Estimated. Pendant ce temps, sur la côte Est, le jeune Sean Combs avait l'intention de créer un label hip-hop centré sur New York pour rivaliser avec la domination de la côte Ouest. Il n'a pas perdu de temps pour concrétiser sa vision et les premiers albums de Biggie et du rappeur Craig Mack, originaire de Long Island, ont rapidement été acclamés par la critique et le public. À cette époque, Death Row et Bad Boy font tous deux des vagues importantes dans l'industrie, mais c'est la vie personnelle de leurs artistes vedettes qui va enflammer la querelle. En 1994, le rappeur Tupac Shakur, né à New York et installé en Californie, est confronté à des difficultés financières résultant de divers litiges. À l'époque, le rappeur est jugé à New York pour abus sexuels, sodomie et possession d'armes. Le 30 novembre 1994, un événement décisif s'est produit qui a changé à jamais le cours de la querelle entre Bad Boy et Death Row. Tupac devait enregistrer avec Little Sean au Quad Studio de Manhattan pour l'aider à couvrir ses frais juridiques croissants. Le danger l'attendait à l'intérieur du bâtiment, car des membres de Junior Mafia, affiliés à Bad Boy, étaient sur le point de le salir. À l'intérieur du studio, 2 hommes armés ont ordonné à tous ceux qui se trouvaient dans le hall de se mettre à terre. Tupac a hésité et à ce moment-là, il a reçu 5 balles et a été dévalisé. Heureusement, Tupac a survécu à cette épreuve. Cependant, cet incident marque un tournant dans la querelle, car Tupac insinue dans une interview que Biggie et Diddy sont impliqués ou responsables de l'attaque au Quad Studio. Entre l'interview et sa publication, P. Diddy rendit visite à Tupac à Rikers Island et lui assura que Bad Boy n'était pas impliqué dans la fusillade. Cependant, le mal était fait et la confiance de Tupac en ses anciens amis était brisée. Les événements survenus au Quad Studio, associés aux similitudes perçues entre l'album de Biggie et le prochain album de Tupac, renforcent l'animosité entre les deux artistes et leurs maisons de disques respectives. En février 1995, une face B du single Big Poppa de Biggie est sortie. Bien que Biggie et Diddy nient tout lien avec la fusillade au Quad Studio, Tupac considère ce titre, Who Shot Ya, comme une provocation directe. Les paroles et le moment de la sortie du morceau ne font que renforcer la conviction de Tupac que Biggie et Bad Boy sont impliqués dans l'attaque. Alors que la querelle prend de l'ampleur, les tensions entre les scènes hip-hop de la côte Est et de la côte Ouest atteignent un point de rupture lors de la remise des Source Awards à New York en 1995. Suge Knight, cofondateur de Death Row Records,
a fait sur scène une déclaration provocante qui a encore attisé la rivalité, suscitant les huées du public. Cependant, P. Diddy est monté sur scène et, au lieu de se venger de Death Row, a tendu une branche d'olivier, appelant à l'unité et à la fin de la querelle. Toutefois, son appel à la paix n'a pas arrangé la situation, car la querelle a pris de l'ampleur. La tension qui régnait lors de la cérémonie de remise des prix n'a fait qu'accroître l'animosité entre les deux parties, et les fans ont également pris parti. C'est ce qui s'est passé lors de la remise du prix à Dr. Dre, en tant que producteur de l'année, a été accueilli par de nouvelles huées de la part de la foule. Ces confrontations publiques et ces dénonciations n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Les médias ont fait du sensationnel et les fans attendaient avec impatience le prochain morceau dissident ou la prochaine attaque verbale de l'une ou l'autre des parties. La rivalité entre la côte Est et la côte Ouest est devenue un spectacle et l'ensemble de la communauté hip-hop est absorbé par le drame. Les problèmes entre Bad Boy et Death Row s'étendent à la rue. Le mois suivant, Suge Knight et Diddy assistent à l'anniversaire du musicien Jermaine Dupri au club Platinum House d'Atlanta. Le conflit entre les deux groupes s'est étendu à l'extérieur du club, entraînant la mort par balle de Big Jake, un ami proche de Knight et un affilié de Death Row Blood, alors qu'il entrait dans une limousine. Knight accuse Diddy d'être impliqué dans cette fusillade, ce qui ne fait qu'aggraver les tensions entre les deux camps. Peu après la mort de Big Jake, Suge Knight a pris des mesures pour renforcer l'alliance de Death Row avec Tupac. Knight a déposé la caution de Tupac, qui s'élevait à 1,4 million de dollars, a traversé le pays et a loué une limousine pour aller chercher Tupac à la Clinton Correctional Facility. Tupac étant désormais libre, il n'a pas tardé à rejoindre Knight pour se venger. Tupac a lancé une série de morceaux dissidents visant Biggie, Bad Boy et leurs associés. Des titres comme Hit 'Em Up sont remplis de paroles venimeuses et de menaces, ne laissant aucun doute sur sa colère et son désir de vengeance. Les morceaux dissidents et les confrontations publiques continuent de s'intensifier, chaque partie tentant de surpasser l'autre en termes d'agressivité. La querelle entre Bad Boy Records et Death Row Records a atteint un point irréparable. L'escalade des tensions, les dénonciations publiques et les diss tracks ont créé une atmosphère d'hostilité et d'animosité qui aboutira à une issue tragique. La mort de Tupac et de Biggie Smalls. Le point culminant de la rivalité a été atteint avec les meurtres de Biggie et de Tupac, qui sont sans doute les meilleurs du hip-hop à ce jour. Un mois avant la mort tragique de Tupac, une poignée de Crips de Southside ont battu et volé l'un des gardes du corps de Shakur, Mob Piru Bloods, dans un centre commercial de Lakewood. Les agresseurs ont arraché du cou de la victime un médaillon de Death Row serti de diamants. Cela a dû mettre en colère les affiliés du couloir de la mort qui ont cherché à se venger. Le mois suivant, ils ont obtenu exactement ce qu'ils cherchaient. Les Southside Crips se rendaient régulièrement à Las Vegas pour assister au combat de Mike Tyson. Le 7 septembre 1996, ils se sont rendus au Nevada pour assister au combat de Mike Tyson contre Bruce Seldon. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs féroces rivaux étaient également présents, notamment Tupac et Knight. Après l'incident survenu un mois auparavant, Tupac et son gang ne voulaient que du sang. Après la bagarre, Keffe D et les Crips avaient prévu de se retrouver au café du MGM Grand. Mais Orlando Anderson, alias Baby Lane, son neveu, ne s'est pas présenté. Ensuite, des Crips de la côte Est sont venus nous dire qu'ils avaient vu des membres de Death Row se jeter sur mon neveu près du casino, a-t-il déclaré aux policiers. Les images de surveillance montrent des membres de Death Row entourant et frappant Baby Lane. Après avoir appris que son neveu avait été agressé, Keffe D a révélé que le conflit était devenu personnel et a décidé de riposter immédiatement. Après que Tupac, Suge et les nègres de Death Row ont sauté sur mon neveu Baby Lane, l'affaire est devenue très personnelle, écrit Keffe D dans son livre. Keffe D, son neveu et 2 autres personnes ont décidé de se rendre au club 662 pour une after-party de Death Row où Tupac était censé se produire. Selon Keffe D, ils avaient prévu de tirer sur leurs rivaux. Mais après que Tupac et Knight ne se soient pas présentés pendant 1h30, Keffe D a rappelé son équipe à l'ordre. Heureusement pour eux, ils ne se sont pas montrés, car cela aurait ressemblé au massacre de la Saint-Valentin d'Al Capone s'il l'avait fait, écrit-il. Sur le chemin du retour, le groupe s'est arrêté pour acheter de l'alcool. Keffe D a révélé qu'il avait mis le Glock qu'il comptait utiliser à l'arrière de la voiture. Ils sont remontés dans la voiture et se sont dirigés vers leur maison. En chemin, ils ont vu Tupac, dont la moitié du corps pendait d'une BMW, saluer des fans qui l'appelaient par son nom. Ils ont fait demi-tour avec leur Cadillac et ont suivi la BMW, s'arrêtant juste à côté d'elle à un feu rouge. Les occupants des 2 voitures se sont regardés pendant une fraction de seconde. Tupac a alors commencé à saisir son arme et selon Keffe D, c'est à ce moment-là que le feu d'artifice a commencé. Le tireur, assis à l'arrière de la Cadillac, a baissé la vitre et a rapidement tiré des coups de feu sur la BMW de Tupac.
L'un de mes gars, assis à l'arrière, a saisi le Glock et a commencé à riposter, écrit-il dans ses mémoires. Le rappeur a été touché à 4 reprises, 2 fois dans la poitrine, 1 fois dans le bras et 1 fois dans la cuisse. Une des balles a atteint le poumon droit de Shakur. Knight a été touché à la tête par des éclats. Ils ont ensuite démarré en trombe dans la nuit. Le groupe a ensuite abandonné son véhicule et a fait la fête comme si c'était une nuit comme les autres. Lors d'une interview sur VLA TV, Keffe D a révélé que lorsque Diddy a eu vent de la fusillade, il l'a appelé et lui a demandé si c'était eux qui avaient refait le coup. Lorsque Keffe D a confirmé qu'il s'agissait bien d'eux, Diddy a raccroché et c'est la dernière fois que les deux hommes se sont parlé. À l'hôpital, Tupac est placé sous respirateur artificiel, puis plongé dans un coma artificiel après avoir tenté à plusieurs reprises de se lever du lit. Dans l'après-midi du vendredi 13 septembre 1996, alors qu'il se trouvait dans l'unité de soins intensifs, Shakur est mort d'une insuffisance respiratoire qui a entraîné un arrêt cardiaque après l'ablation de son poumon droit. Toutes les personnes présentes sur les lieux du crime ont refusé de coopérer avec les policiers, ce qui signifie qu'ils n'avaient que peu ou pas de pistes. Il s'avère que Death Row a voulu se venger à l'ancienne, et c'est ainsi qu'ils se sont vengés quelques mois plus tard. Dans les mois qui ont suivi la mort de Tupac, le Notorious Big a reçu de nombreuses menaces et avertissements. Il reçoit des menaces de mort, à la fois directement et par l'intermédiaire de ses associés, ce qui renforce le sentiment de danger qui l'entoure. Malgré les menaces, Wallace continue de se produire et de promouvoir sa musique, refusant de reculer face à l'adversité. À l'approche de l'année 1997, les enjeux deviennent encore plus importants. Il a même donné une interview à la radio où il a parlé d'engager un service de sécurité parce qu'il craignait pour sa sécurité. Il se rend à Los Angeles pour les Soul Train Music Awards. Le public de LA a hué le rappeur lorsqu'il est monté sur scène pour annoncer que Toni Braxton avait remporté le prix du meilleur single R&B et soul. Après la remise des prix, Biggie a regagné sa chambre à l'hôtel Westwood Marquis. Le voyage en Europe initialement prévu ayant été annulé, Biggie et ses garçons se sont rendus à une fête de l'industrie au Peterson Automotive Museum dans le quartier de Miracle Mile, qui était co-sponsorisé par le magazine Vibe. Cependant, l'endroit est vite devenu un peu trop exigu et, vers minuit et demi, la fête a été fermée par les pompiers. Il est bientôt temps de rentrer à l'hôtel. Diddy a sauté dans la première des 3 voitures avec 3 de ses gardes du corps. Biggie, quant à lui, s'est installé sur le siège passager avant de la deuxième voiture, une GMC Suburban verte. Alors que Biggie et son entourage retournent à l'hôtel Westwood Marquis, le SUV de tête de Diddy grille un feu jaune, laissant Biggie et les autres véhicules au ralenti à l'intersection du boulevard Wilshire et de l'avenue Fairfax. Soudain, une Toyota Land Cruiser blanche fait demi-tour et tente de se faufiler derrière le Suburban vert. À ce moment-là, une Chevrolet Impala sombre s'est arrêtée à côté de Biggie. Le conducteur, un homme vêtu d'un costume bleu et d'un nœud papillon, a regardé le rappeur dans les yeux avant de se pencher et de tirer avec son pistolet automatique sur la voiture. Lorsque les coups de feu ont retenti, Diddy a sauté de son SUV et a traversé la rue en courant vers la Suburban verte, où il a trouvé son ami recroquevillé, la langue tirée et en sang sur le tableau de bord. Le conducteur du véhicule de Biggie s'est rendu au Cedar Sinai Medical Center, situé à proximité. Malgré la rapidité des soins médicaux, les 4 balles avaient déjà fait leurs dégâts et Wallace, 24 ans, a été déclaré mort à 1h15 du matin. Une fois de plus, Diddy s'est retrouvé mêlé à ce meurtre et les gens ont spéculé sur son implication, y compris une personne qui lui était très proche. Il s'agit de son ancien garde du corps, Gene Deal. Gene Deal, qui faisait partie de la garde rapprochée de Diddy dans les années 90, s'est ouvert sur la nuit où Biggie a été tué et a suggéré que son ancien patron pourrait avoir piégé Biggie. Gene a également révélé dans des interviews qu'il avait des informations sur le fait qu'on leur tirerait dessus cette nuit-là. Une information qu'il a même partagée avec son patron, qui a rejeté ses affirmations. Selon Gene, Biggie n'avait aucun problème à se battre avec n'importe qui dans l'industrie, ce dont Diddy ne voulait pas. Il a donc piégé Biggie et laissé ses ennemis s'en prendre à lui. Il est intéressant de noter que Diddy a été impliqué dans les 2 meurtres. Bien que les policiers n'aient pas encore fait de déclaration à son sujet, ses proches, au plus fort de la rivalité, ont de bonnes raisons de penser qu'il est impliqué dans la mort de Biggie et de Tupac. Sera-t-il inculpé? Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour visionner des contenus similaires.